Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'un genre un petit peu différent puisque j'ai interrogé toutes les personnes qui sont abonnées au site Les Défis d'Ephizen et je leur ai demandé quelles questions elles aimeraient me poser, auxquelles elles aimeraient que je réponde sur ma vie de businesswoman, de coach, de formatrice, de maman, etc., d'entrepreneur. Et donc sur les thématiques qui les intéressent le plus, qui les touchent le plus. Et donc dans cette vidéo, ce que je propose, c'est de répondre. Alors je ne sais pas si je vais répondre à toutes les questions parce que j'en ai eu beaucoup, mais en tout cas un certain nombre d'entre elles. Donc je vais vraiment prendre les questions dans l'ordre. Je n'ai pas préparé du tout les réponses avant. Vraiment le but est d'apporter une réponse la plus spontanée possible à toutes ces questions que vous m'avez posées. Et de manière assez brève, en essayant vraiment d'aller droit au but et de vous apporter quelques éléments de réponse sur ces différentes pistes, sachant que bien sûr, rien ne remplace un accompagnement si ces questions portent vraiment sur des problématiques que vous rencontrez. Voilà, ça va juste être quelques éléments de réponse. Je peux vous proposer aussi des vidéos que j'ai tournées de manière un peu plus approfondie sur les sujets. Voilà, l'idée est vraiment d'apporter un premier élément à toutes ces questions-là. Donc voilà, je vais les prendre dans l'ordre. Donc j'ai mon ordinateur avec la liste des questions devant moi et puis je vais y répondre. Alors première question qu'on m'a posée. Comment retrouver la motivation, la flamme quand on est fatigué, qu'on n'y arrive plus, qu'on s'énerve trop vite, qu'on n'a jamais de relais avec les enfants, etc. Alors la première chose qui me semble ici importante, c'est vraiment de faire de la place. Faire de la place. C'est-à-dire que si on ne change pas l'ordre des choses tel qu'il est, rien ne va changer. Voilà, faut vraiment avoir cela à l'esprit, que si on veut faire un changement profond dans un mode de vie, parce que là c'est presque entièrement une hygiène de vie en fait qui ne nous convient plus, il faut à un moment donné qu'il y ait un stop. Il faut qu'il y ait de la place en fait pour autre chose. Et cette place-là, elle ne va pas arriver en fait comme par miracle. Alors, on va dire qu'elle peut arriver de deux façons. Elle peut arriver soit parce qu'il y a un point de rupture, donc il y a un stop. Point de rupture, donc ça peut être une maladie, ça peut être un problème de santé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, par exemple, il y a quelques années. Vous voyez, un stop de ce type-là, un petit peu brutal, qui nous oblige en fait à nous arrêter. Et puis la deuxième piste possible, en fait, c'est une sorte d'éclair de sagesse. Où là, on se dit, attends, moi je dis stop. Et maintenant, je réagis profondément. Je réagis profondément, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je trouve de la place. Je fais de la place moi-même dans mon emploi du temps. Je n'ai pas de relais avec les enfants. Est-ce que j'ai vraiment zéro possibilité? Est-ce que personne ne peut garder mes enfants ne serait-ce qu'une heure dans la semaine? Est-ce que je ne peux pas les mettre à la garderie de temps en temps? Est-ce que je ne peux pas les mettre plus à la cantine, par exemple? Moi, je connais beaucoup de mamans qui sont débordées, mais qui refusent de mettre leur enfant à la cantine. En fait, il y a des choix qui sont faits derrière cette idée de ne pas avoir du tout de temps pour soi. Il y a des choix qui ont été faits et des choix qui ont été faits par vous. Donc la question ici, c'est vraiment, est-ce que j'attends le point de rupture? Est-ce que je veux avoir cet éclair de sagesse maintenant? Si je décide maintenant que les choses vont changer, il faut que je fasse en sorte que ça change. Donc ça commence par une décision très forte et une décision de faire de la place. Faire de la place pour soi, pour retrouver cette motivation, pour retrouver de l'énergie, pour retrouver cette sérénité. Puisqu'après on est dans un cercle et ça ne s'arrête jamais. Ça s'arrête quand en fait le cercle sinon, si on attend? Quand les enfants seront partis de la maison? Et à ce moment-là, on aura pas mal de regrets avec nous, de se dire, pendant 20 ans, j'en ai pas vraiment profité des masses parce que j'étais toujours complètement à cran. Donc vraiment, il est question ici de dire stop et de le décider déjà avec soi-même. Une fois que la décision elle est prise, qu'elle est ferme, il y a une infinité de solutions qui s'ouvrent à vous. Notamment celle-ci, faire de la place dans son emploi du temps. Voilà pour cette première question. Alors deuxième question. N'est-il pas aujourd'hui complexe d'affirmer sa singularité en tant que coach entrepreneur? C'est une très bonne question. Donc là, on est dans un autre domaine. Là, je bifurque en mode formatrice de coach entrepreneur, puisque j'ai créé ma formation de coach depuis un peu plus d'un an et que justement, dans les clés pour réussir en tant que coach, alors moi, je parle beaucoup de coach entrepreneur parce que pour moi, c'est là qu'on va pouvoir exprimer toute sa liberté, toute sa plus-value, toute son unicité,
justement dans le métier de coach. Et donc dans la formation qu'on propose et telle que je l'ai conçue, il y avait pour moi notamment une clé fondamentale qui répond à cette question, qui est celle d'aller trouver sa plus-value de coach. Parce que comme vous le savez, il y a de plus en plus de coachs. Et surtout beaucoup de coachs qui ne vivent pas du tout du coaching, qui n'y arrivent pas. Pour moi, il y a plusieurs raisons à cela, mais notamment une des réponses est celle-ci. C'est qu'elles vont apprendre des outils du coaching, un peu de PNL, un peu de ci, un peu de ça selon les approches. Et puis ensuite, vont se dire, bah allez, j'apprends tous ces outils, puis je les applique. Mais c'est pas ça en fait, sa plus-value de coach. C'est pas ça, son unicité en tant que coach. Et je crois vraiment qu'il faut ici faire un travail en profondeur sur soi pour voir là où est sa zone de magie. Pour voir comment briller de la plus belle des façons, comment rayonner à travers ce rôle de coach. Plus qu'un métier, pour moi, être coach, c'est vraiment une posture, un état d'être. Et donc, pour moi, c'est indispensable. Est-ce que c'est compliqué ? Dès lors qu'on le sait et qu'on travaille dessus, je dirais que c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut le faire et déjà il faut avoir conscience de l'importance de faire ça. Dans la formation qu'on propose, nous pour être coach, avec cette spécificité de l'alignement projet, on travaille vraiment sur cette posture justement pour que chaque coach a trouvé cette plus-value unique, cette singularité et ça nécessite d'aller en profondeur en soi. Voilà, on ne fait pas les choses de manière superficielle, je crois, quand on veut réussir en tant que coach. Ça demande vraiment de vivre, de s'investir totalement, en fait, dans la posture de coach, qui a d'ailleurs un impact très fort sur sa vie personnelle. C'est pas d'un côté je suis coach, puis dans ma vie personnelle, il se passe tout un tas de bazar et je ne traite rien. C'est vraiment au contraire, hein, de lier les deux et d'aller trouver cette unicité, de l'assumer pleinement dans tous les domaines de sa vie. Donc c'est vraiment quelque chose à faire effectivement quand on se forme au métier de coach. Il faut vraiment avoir en tête cette plus-value. Sinon, je crois qu'on rejoint la masse des coachs qui ne réussissent pas dans leur activité et c'est bien dommage. Alors, troisième question. Pas de question, mais de la gratitude. Ok. Merci Mylène pour ton parcours, tout le travail que tu as effectué pour toi et qui ouvre un chemin aussi pour les autres. Nous sommes tous reliés et les progrès des uns aident à l'avancée des autres. Bise. Merci Nadia pour ce joli message. Ok, quatrième question. Étant en pleine réflexion sur une reconversion, je me pose la question de comment faire pour créer une famille aimante avec mon conjoint, être à la fois une mère aimante, avoir une vie amoureuse satisfaisante et conserver une carrière professionnelle enrichissante. Comment en fait concilier tout cela? Comment répartir son temps entre ces trois rôles sans s'oublier soi-même? Donc entre tous les rôles de sa vie en fait. Alors, je dirais qu'ici il y a deux niveaux en fait de réponse pour moi. Il y a un premier niveau de réponse qui est de l'ordre du développement personnel et qui consiste à dire, eh bien ça demande juste une organisation. Vous voyez, nous on propose par exemple un accompagnement, c'est une formation qui s'appelle Focus, qui justement vous aide en fait au quotidien à faire la part des choses. Donc déjà mettre de la clarté sur ces différents rôles de votre vie, identifier votre vision claire pour chacun de ces rôles. Qui voulez-vous être dans ce rôle-là? Quel message voulez-vous laisser? Et puis ensuite découper cela vraiment dans des actions, des objectifs, des projets aussi parfois, donc avec un découpage long terme, moyen terme, court terme. Donc vraiment quelque chose de très terre à terre pour justement eh bien, réussir à concilier tout cela de manière organisée, sereine et pour eh bien, s'assurer que les choses avancent. Moi, pour vous donner un exemple, pendant longtemps, je faisais cela. Dans mon agenda hebdomadaire, en fait, ma programmation hebdomadaire, il y avait de la place pour plusieurs rôles que je jugeais essentiels et sur lesquels j'avais envie eh bien, d'aller plus en profondeur pour être plus juste, plus alignée, plus sereine en fait, et vraiment aller là où je voulais aller. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est un premier niveau de réponse qui est vraiment un travail de clarté, de découpage, d'organisation, de programmation et de suivi. Et là, je pense vraiment à la formation Focus parce que c'est vraiment son cœur de sujet. Et puis, je dirais qu'il y a un deuxième niveau de réponse. Un deuxième niveau de réponse qui peut-être vient après dans ce cheminement. Et là, qui est vraiment dans la plongée dans la spiritualité. La réunion spiritualité-vie quotidienne. L'intégration, en fait, de la pratique spirituelle à cette vie quotidienne. Et ensuite, je crois que quand on est dans ce cheminement plus spirituel, qui est vraiment de l'ordre du changement de vision, je n'ai rien à améliorer, je n'ai pas à être plus
de quelque chose, je n'ai pas à être moins de quelque chose. J'ai simplement à cultiver une chose, qui est la présence à l'instant. Et quand on est en fait dans cette partie-là du cheminement, eh bien, on s'aperçoit que tout est lié. Et que finalement, il y a une seule chose à cultiver à chaque instant, et c'est cette présence. Et dès lors qu'on a cette présence à soi et à l'autre, à chaque instant, eh bien, les choses coulent de source. Et en fait, on accomplit sa vision dans tous ses rôles, sans même avoir quelque part à y penser. Même si mettre en valeur cette pratique spirituelle au quotidien, ça demande vraiment, je crois, une programmation, une priorisation, parce que sinon, le mental, les engagements, les obligations, tout reprend le pas dessus. Mais je crois vraiment que dans un second temps, on peut un peu lâcher prise en fait avec tout ça. Dès lors que la pratique spirituelle devient vraiment une pratique de chaque instant, devient vraiment une sorte de priorité qui englobe en fait ces notions de rôle, de découpage, d'action et d'objectif. Parce que finalement, ces objectifs et ces actions sans présence, elles n'ont pas de sens. Mais voilà, je dirais qu'il y a 2 temps pour cela, pour répondre à ta question, répartir ces rôles. Il y a d'abord un premier temps qui est vraiment pour moi celui-ci. Celui du découpage, celui de la programmation, celui de la conciliation, de l'équilibre entre les différents rôles. Ensuite, autre question. Quand sait-on qu'on se connaît soi-même ou qu'on a atteint une meilleure connaissance de soi? Est-ce uniquement un ressenti, une intuition? Quand sait-on qu'on se connaît soi-même? Je dirais que on sait qu'on se connaît soi-même quand on réalise à quel point tout est à démêler, à quel point tout est dans l'instant. Quand on le réalise et quand on fait vraiment l'expérience en fait de cet instant. Alors est-ce qu'il y a un moment où on peut dire avant je ne me connaissais pas, après je me connais? Ça c'est vraiment une exploration en fait continue. Et cette ouverture de conscience, c'est vraiment plutôt un art de vivre, un cheminement, quelque chose que l'on fait pas à pas, en continu, au quotidien. Et l'alignement, j'en parle souvent, pour moi c'est pas en fait une destination. Je sais qu'au début ça aide. Quand on est dans cette phase développement personnel, ça aide de se dire qu'il y a une destination, qui est je me connais parfaitement, je suis parfaitement alignée, et c'est bon, ensuite je peux passer à autre chose, en gros. Et en fait, je crois qu'il y a un moment donné où on réalise, et c'est peut-être à ce moment-là en fait qu'a lieu ce point de bascule, on réalise qu'en fait, eh bien, on n'aura jamais fait le tour de ça. On n'aura jamais envie d'en faire le tour, d'avoir terminé, et on réalise qu'en fait, c'est juste un processus continu. Et on est en fait dans une sorte de vision verticale en fait de notre vie, où chaque instant en fait prend son sens par la profondeur qu'on y met. C'est-à-dire se sentir très connecté et avoir vraiment descendre en soi très profondément pour démêler ce qui est là. Et je crois que quand on commence à changer de vision, on n'est plus dans cette vision aller vers quelque chose, point A, point B, mais qu'on est vraiment dans cette vision verticale de notre vie, qu'on réalise que tout est dans cette profondeur, cette reconnaissance de l'instant, eh bien je pense qu'à ce moment-là, on a compris en fait, mais il n'est pas question de comprendre, on fait l'expérience, on va dire, de ce soi avec un S majuscule. Après, ça nécessite, parce qu'on a les pieds sur terre, d'ancrer cette pratique, cette reconnaissance dans la vie quotidienne, ou plutôt d'intégrer la vie quotidienne à cela. Mais je dirais que c'est ici pour moi qui est vraiment ce point de bascule. As-tu la sensation de réussir à te fixer des objectifs dans chacun de ces rôles que tu occupes dans ta vie, ou est-ce que tu as du mal à laisser de la place à t'épanouir profondément dans certains? Et bien là, je rejoins un petit peu ce que je viens de dire, en fait. Quand on est dans une logique vraiment de découpage de ces rôles, de mettre de la clarté sur cette vision, de fixer des objectifs, des plans d'action, des programmations, on peut parfois avoir le sentiment que du coup on rate dans certains domaines. Et dès lors qu'en fait on priorise plutôt l'état d'esprit, la présence, l'être dans l'instant, et que dans cela on intègre ce que l'on fait au quotidien, mais que ce que l'on fait n'est plus la priorité. Alors du coup, cette posture et cet état d'esprit va imprégner naturellement tous les rôles de sa vie. Il y aura plus ce découpage, en fait, ces barrières, il y aura comme une continuité de chemin, une continuité d'état d'être présent, disponible, dans l'écoute.
Et du coup, je dirais qu'il y a moins cette frontière entre les rôles et cette impression parfois de rater quelque chose. Maintenant, est-ce que cette pratique est facile à mettre en place? Je dirais plus il y a d'adversité, c'est-à-dire d'épreuves à surmonter. Bien sûr, moins c'est facile, plus, en ce qui me concerne, le mental va avoir tendance à reprendre le dessus, à mouliner, à reprendre beaucoup de place. Plus je vais m'associer du coup à ce mental, à cet ego, et moins je vais me sentir dans la reconnaissance de cette présence, ce qui ne veut pas dire que la présence n'est pas de toute façon accessible et la spiritualité n'est pas, mais simplement ne plus être complètement dans cette reconnaissance, mais être un peu trop associé à ce mental qui tourbillonne, à tous ces engagements. Oui, je dirais qu'il y a des moments qui me semblent plus faciles et d'autres qui me semblent plus difficiles. Alors, question suivante. Avec toutes ces activités, arrives-tu à dégager du temps pour ta vie de famille? Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent en fait dans cette question. Il y a d'abord l'idée qu'au-delà de dégager du temps pour sa vie de famille, il y a vraiment, encore une fois, plutôt que la vision horizontale, une vision verticale. À quel point suis-je présente en cet instant avec mes enfants? À quel point est-ce que je pose sur eux un regard qui leur laisse la place? À quel point est-ce que j'écoute avec disponibilité et attention ce qu'ils sont en train de me dire? Et donc, plutôt que d'être dans cette vision, on va essayer de dégager des blocs de temps pour sa vie de famille, mais il y a aussi vraiment, pour moi ici, l'idée de la présence lorsqu'on est là. On peut avoir beaucoup de temps avec ses proches et pas être du tout là. On peut être pendant 2 heures un petit peu à jouer, etc., mais on pense à autre chose, on a le téléphone dans l'autre main, et puis en fait, on n'est pas présent. Donc là, c'est vraiment une première chose qui me vient, c'est encore une fois, à quel point est-ce que je suis disponible en cet instant. Et au-delà de cette disponibilité, il y a vraiment à quel point est-ce que je suis dans l'ouverture à ce qu'ils ont à me partager. À quel point est-ce que j'essaye de leur projeter des choses. Je leur projette mes attentes, je leur projette mes propres besoins, je leur projette mes propres peurs. Et je crois qu'on a beaucoup en fait à faire déjà, à être surtout dans cette posture, dans cet état-là, dans nos relations avec les autres, que ce soit là notre conjoint ou nos enfants. Donc ça pour moi c'est vraiment une première chose, je crois vraiment que nos marges de manœuvre, elles sont dans cet état d'être, plutôt que dans ces blocs de temps qu'on va essayer de dégager. Il y a un deuxième élément de réponse qui me vient par rapport à cette question, c'est vraiment l'idée que certes, je semble faire beaucoup de choses, mais en fait je travaille beaucoup moins que ce que je pouvais travailler avant. Dans ma vie professionnelle classique de fonctionnaire, qui n'est déjà pas démentielle en termes d'horaire par rapport à d'autres métiers. Et donc je travaille beaucoup moins aujourd'hui. Simplement, je fais uniquement ce que j'aime faire, je partage le reste, je co-construis beaucoup de choses, je laisse plus de place en fait aux autres personnes qui interviennent sur les projets, sur l'entreprise, sur ces différentes branches. Et finalement, je travaille beaucoup moins que ce qu'on peut penser. Et encore une fois, mes journées sont vraiment aujourd'hui, elles priorisent en fait l'état d'être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu en moi, je dirais, comme un changement de vision. Avant, je me concentrais vraiment sur tout ce que je faisais dans mes journées. Et aujourd'hui, c'est en cours de réalisation, comme je dis, c'est un processus continu. Je veille à ce que, en fait, comment je suis, comment je me sens, ce soit la priorité de mes journées. Ça signifie que toutes mes journées commencent par cela, ce retour à soi, pour me mettre vraiment dans un état d'être présente à ce qui se passe. Et ensuite, j'intègre ce que j'ai à faire dedans. Et si je n'arrive pas à cultiver cette présence, je reste en fait à écouter le fait que je n'y arrive pas. Et donc, je passe encore plus de temps dessus. Je ne passe au faire que lorsque je suis en fait dans ce qui pour moi est le plus essentiel, ce lien en fait à ce qui nous dépasse, ce sentiment d'être à la fois connecté et ancré, habiter mon corps, habiter mes perceptions. Parce que finalement, je me suis rendu compte, en ce qui me concerne, que faire mes sens-là, en étant prisonnière du mental, en étant dans les peurs, aller vite, etc., en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et donc, finalement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de temps, au sens où on l'entend, même si de ce temps, je fais des choses, j'observe, j'explore.
Mais voilà, en réalité, j'ai beaucoup de temps, au contraire, pour moi-même et pour les autres, et un temps de qualité. Autre question, combien de temps vous a-t-il fallu pour développer une activité entrepreneuriale prospère? Comment organisez-vous vos journées? Alors si je reprends du début, j'ai envie de dire que tout s'est construit depuis ma naissance, et si on a une vision élargie des choses, peut-être bien avant. Bon, en tout cas, depuis que j'ai avancé dans mon projet de reconversion, à savoir que j'ai pris vraiment la décision d'arrêter, il s'est écoulé, en ce qui me concerne, alors qu'appelle-t-on prospère? On pourrait discuter des mots. En tout cas, on va dire, dès lors que j'ai pu me donner un salaire convenable, donc à l'époque j'étais en micro-entreprise, à savoir en ce qui me concerne gagner entre 2 et 3 000 euros par mois, ça me permettait d'avoir une vie confortable. Eh bien, je dirais qu'il a fallu à peu près 2 ans et demi. Voilà. Donc, alors, est-ce que là, j'étais déjà en mode activité entrepreneuriale prospère? Moi, c'est vrai que dans l'entreprise, je vois d'autres choses. J'étais en micro-entreprise, en fait. Voilà. Donc, pour en être déjà en micro-entreprise et avoir un revenu convenable, il m'a fallu 2 ans et demi. Alors, à quel point est-ce que c'est un modèle et une référence? Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, si on entend vite dans le sens mieux, dans le sens vite. D'autres personnes n'y arrivent jamais. Donc tous les modèles vraiment sont possibles ici. Donc je dirais que un élément clé pour réussir à développer cette activité entrepreneuriale prospère, c'est déjà de se l'autoriser. Et je sais que ça peut paraître fou et qu'on se dit peut-être oui, discours de coach, mais nos croyances, et notamment en matière de reconversion, c'est un noyau. Mais pas un petit noyau recouvert de plein de choses, c'est un énorme noyau. Et qui d'ailleurs a un impact vraiment sur tout le reste, sur toute la réalité qu'on construit. Si je suis persuadée déjà que ce n'est pas possible de se reconvertir à 40 ans, par exemple, et de gagner sa vie, et bien là, je ne vais même pas y aller. Et je vais en fait vivre une réalité qui correspond à cette idée que de toute façon, c'est pas possible, ça ne marche pas. Si je suis un petit peu, je crois quand même que c'est un petit peu possible, mais que vraiment, moi par contre, c'est trop dur pour moi et que gagner 300-400 euros, c'est tout ce que je peux faire, mais je vais clairement vivre une réalité qui correspond à cela. Il n'y a aucun secret en fait, et vraiment la corrélation, elle est mathématique en fait. Il y a rarement d'exception à cette règle, à savoir quelqu'un qui est totalement persuadé de A à Z qu'il est nul, qu'il ne le mérite pas et qui y arrive. Moi, personnellement, je n'en ai jamais rencontré. J'ai accompagné énormément de personnes, notamment sur la voie de la reconversion et de la reconversion pour être entrepreneur. Donc là, je dirais, noyau dur, pour moi, c'est vraiment ce travail sur les croyances limitantes. Deuxième partie ensuite de la question, comment organisez-vous vos journées? Alors, au-delà de mes journées, j'ai vraiment une organisation à la semaine. Et au-delà de la semaine, j'ai vraiment une organisation à plus long terme, à moyen et long terme. Mon modèle n'est pas non plus un modèle à suivre forcément et qui va correspondre à là où vous en êtes, parce qu'aujourd'hui, j'ai une équipe qui travaille avec moi. Il y a entre 10 et 15 personnes qui travaillent en fait sur l'activité des filles zen, sur la Cap Coaching School, sur nos autres projets en construction. Donc, ça ne va pas forcément refléter votre organisation en tant qu'entrepreneur, par exemple en micro-entreprise ou qui débute. Mais en gros, comment j'organise aujourd'hui mes journées? Alors, quelque chose de très classique. Moi, je n'arrive pas à me lever spécialement tôt. Donc, je me lève assez tard par rapport à d'autres personnes. Je me consacre un petit temps pour me plonger. Je parlais vraiment de cet état d'être présente, qui pour moi est une priorité. Donc, je commence vraiment ma journée avec cela. Ça peut être en écoutant une méditation que j'ai écrite moi-même, qui est d'ailleurs dans le programme audio trousse de secours, situation d'urgence. Donc vraiment démarrer sa journée de la manière la plus sereine possible. Donc je peux écouter ça, je peux chanter des mantras ou simplement écouter des mantras. Ensuite, je m'occupe de mes enfants jusqu'au moment où je les emmène à l'école. Et donc là, je suis pleinement dans la préparation, mais imprégnée de cet état d'être que j'ai cultivé avant. Parce que pour moi, encore une fois, ça n'a pas de sens de faire les choses de manière automatique, sans être là, en pensant à tout un tas de trucs qui vont avoir lieu après, en n'étant pas présente. La pratique spirituelle est vraiment pour moi en chaque instant.
Et même en cet instant où je vous parle, il y a une partie de moi qui habite mon corps, qui est dans mes mains, qui est dans mes pieds, vous voyez, qui est vraiment ancrée en fait dans cet instant. Sinon, je trouve encore une fois que ça ne sert à rien de faire. Vaut mieux arrêter ce qu'on fait, ne rien faire du tout et cultiver cet état-là. Pour ne pas, pour moi, passer en fait à côté en étant complètement associé à ces idées, à cette moulinette. Donc un temps pour ma vie de famille. Et puis une fois que les enfants sont à l'école, quand je reviens, eh bien à nouveau, je cultive cette présence. Et donc là, je prends le temps nécessaire. Et dès lors que j'ai exploré mes paysages sensoriels, que je sens que j'habite mon corps, que je suis ancrée dans cet instant, eh bien là, je fais des choses. J'intègre à cet état eh bien, des actions. Et je ralentis ces actions pour qu'elles soient toujours imprégnées de cet état. Donc je prends le temps. Je fais des pauses très régulières. Aujourd'hui, dans mon emploi du temps, il y a des choses que j'aime faire. Et uniquement cela. Donc ce n'est pas très représentatif non plus du quotidien en fait d'un entrepreneur, je pense, classique. Je fais uniquement ce que j'aime faire, ce qui me fait vibrer. Comme partager, par exemple, ce que je suis en train de faire. Comme écrire des choses dans un état d'être vibrant, comme communiquer, transmettre ma vision aux personnes qui m'accompagnent dans l'entreprise, comme apprendre, m'ouvrir à de nouvelles choses, comme échanger avec d'autres personnes inspirantes, comme animer des coachings ou des sessions de formation. Aujourd'hui, voilà, mon quotidien est vraiment centré tout entier autour de ces heures, en fait, ces heures vibrantes. Et pour moi, tout passe par là. Et donc tout le reste, eh bien, j'ai travaillé à le déléguer à des personnes pour qui ce sont des heures qui comptent, des heures à faire ce qu'elles aiment. Et donc ça, c'est vraiment une démarche importante de recrutement que d'aller chercher des personnes dont la zone de magie, eh bien, c'est justement quelque chose que moi, je ne souhaite plus faire pour me consacrer à mes zones de magie à moi. Donc voilà un petit peu comment cette journée est organisée. Et puis ensuite, comme tout le monde, entre 17h et 18h, j'arrête ma journée et reprends contact avec ma vie de famille, tout en étant encore vraiment imprégnée de cet état-là. Et quand je n'y arrive pas, ça arrive, eh bien je veille à observer le fait que je n'y arrive pas. Et mes soirées sont encore consacrées à cela. Alors moi, je ne regarde pas la télévision, je me consacre au mantra, à ce qui me fait vibrer. Je me laisse vraiment guider par tout cela ensuite pour le reste de ma journée. Voilà pour répondre à cette question. Je propose d'arrêter ici pour cette première série de réponses aux questions. Alors, je n'ai pas du tout répondu à tout le monde, mais je les prends vraiment dans l'ordre. Et je proposerai en fait de temps en temps des vidéos réponses à toutes ces questions que vous me posez. D'ailleurs, n'hésitez pas, on va mettre un lien en fait vers ce questionnaire juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à aller l'alimenter. Je vous souhaite une très très belle journée, à bientôt.